je voudrais vous dire que toutes les personnalités qui ont été citées correspondent effectivement à l'invitation que le gouvernement avait demandé à la Chambre du commerce d'adresser à tous ses partenaires. Je voudrais donc vous saluer tous pour avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie à laquelle le gouvernement attache importance. C'est avec un immense plaisir, mesdames et messieurs, que je préside cet après-midi la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine commerciale du Mali, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Aussi, voudrais-je adresser mes vifs remerciements au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et aux membres de son bureau pour cette initiative qui participe de la vision des plus hautes autorités du pays. Je veux nommer son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. En effet, il faudrait souligner avec force toute l'attention que le président de la transition accorde au développement économique et social de notre pays, singulièrement la densification de notre tissu industriel et au développement du secteur commerce. Pour rappeler, dès la prise de fonction de la nouvelle équipe gouvernementale, j'avais dit à leur intention, ce que tout le monde savait déjà, c'est que en même temps que nos militaires défendent notre pays, que notre diplomatie s'active dans tout le monde pour faire entendre la voix du Mali et sa vision, il est important que le développement économique et social devienne l'un des éléments sur lesquels nous mettrons notre focus. Et je me réjouis que le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, tous les opérateurs économiques, sous l'impulsion du ministre du commerce et de l'industrie du Mali, aient perçu ce message à sa juste valeur, contrairement à certains qui voulaient polémiquer inutilement. Le gouvernement de transition, mesdames et messieurs, sous le leadership du président de la transition, prône de nouveaux paradigmes pour la relance de l'économie malienne afin de promouvoir le bien-être des Maliennes et Maliens, de promouvoir des emplois décents, notamment pour les femmes et les jeunes, et de faire de notre pays une terre où il fait bon vivre. C'est dans ce contexte, mesdames et messieurs, que le gouvernement a rendu effective la reprise des activités de la compagnie textile du Mali, la Comatex, dont on vient de nous offrir, à titre d'illustration, deux pans pour le président de la transition et du Premier ministre. Je voudrais à mon tour remercier les travailleurs de la Comatex, toute la population de Ségou, et leur dire que nous allons gratifier Monsieur le gouverneur et le maire de Ségou de ces pagnes, celle du ministre et du président. Je me permets d'offrir à leur nom au gouverneur et au maire de la région de Ségou. J'y vais tellement de fois que certains pensaient même que c'était ma ville natale. Je leur ai dit que c'est les invitations qui nous parviennent. Et je voudrais féliciter Ségou pour les performances cette année, aussi bien à la Biennale artistique que pendant la coupe du colonel Assimi Goïta. Il faudrait qu'elle garde ce leadership et que les autres régions fassent de l'émulation pour attraper, rattraper et dépasser Ségou. Le gouvernement de transition, mesdames et messieurs, en plus de la Comatex, a fait le nécessaire pour relancer l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Vous savez que c'est un des fleurons de notre industrie, pratiquement unique en Afrique, mais qui était tombé en désuétude, on ne sait même pas pour quelle raison. Ne parlons pas
du trafic voyageurs ferroviaire qui fait le bonheur de tous les Maliens et particulièrement de ceux de la région de Caille. Personne ne comprend comment est-ce que ces unités sont tombées en désuétude. Soit parce qu'on ne travaille pas, soit parce qu'on ne consomme pas, je pense que c'est important, ou aussi les mauvaises pratiques de gestion auxquelles les Maliens doivent apporter la réponse qu'il faut. Le gouvernement a beau vouloir faire marcher les choses. S'il y a des citoyens qui sont plus préoccupés par leurs intérêts personnels que ceux du pays, la société n'est pas allée de l'avant. L'illustration la plus farfaite, c'est les chemins de fer. Est-ce qu'on peut imaginer au Mali que les chemins de fer, l'usine des produits pharmaceutiques, la Comatex peuvent tomber en faillite? Il y a la faute des citoyens. Les chemins des gouvernants, des citoyens et de leurs partenaires. L'illustration la plus farfaite, c'est les chemins de fer. Vous savez qu'avant, c'est à 50 mètres des rails. C'était la zone qu'on ne pouvait pas toucher. Mais des gens se sont retrouvés intelligents, entre guillemets, pour ramener ça à 10 mètres. Tous les 40 mètres, certains se sont mis à les vendre. Et ça n'a pas suffi. Dans certaines portions, on a enlevé les 10 mètres et des gens sont venus construire leur maison. Au point que le nouveau ministre des Transports se demande comment elle va faire. Comment enlever une maison construite sur les rails. Parce que dans notre pays, les gens sont toujours prêts à soutenir une victime. Ne cherchez même pas à savoir a-t-il tort ou raison. Au point que nous sommes obligés de passer beaucoup de temps dans la sensibilisation avant de passer à l'action. Dans d'autres pays, quelqu'un qui vient construire sur les rails, je pense que au lieu d'aller au parquet faire des va-et-vient, il doit être là où on lui amène des oranges et des bananes tous les matins pour qu'il s'explique bien devant le juge. Mais chez nous, c'est le contraire. À cela s'ajoutent, mesdames et messieurs, de nombreux projets dans le domaine de l'industrie textile pour renforcer et densifier le tissu industriel de notre pays. Il est fort réjouissant, mesdames et messieurs, de constater l'entière adhésion du monde des affaires à la vision des hautes autorités du Mali, afin de bâtir ensemble un Mali nouveau, le Mali courant. C'est à cet égard, il me plaît de rappeler que le Forum économique de Ségou, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali le 30 et le 31 mars 2023, auquel j'ai participé, et dont l'objectif général était de dégager des pistes de solutions pour la valorisation et le développement des filières porteuses dans toutes les régions. Je voudrais ici vous donner, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, et à travers vous, à tous les opérateurs économiques, l'assurance que les conclusions et les recommandations du forum seront très prochainement remises au Président de la transition et qu'elles bénéficieront de l'attention nécessaire de la part de notre gouvernement. Je voudrais aussi rappeler le mémorandum conjoint du Conseil national du patronat du Mali et du réseau d'entreprises d'Afrique de l'Ouest, ainsi que le livre blanc de l'organisation patronale du Mali. Dans cette dynamique, des instructions ont été données au ministre de l'Industrie et du Commerce, que vous savez très pragmatique et très vigoureux. Vous le voyez tous les jours sur les chantiers, avant de créer un cadre de dialogue État-secteur privé, idoine et inclusif autour des contributions du secteur privé, indispensables à la prise de décisions pour un développement économique endogène, harmonieux et durable de notre pays. L'organisation de la semaine commerciale s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Forum de Ségou, principalement en ce qui concerne la valorisation des filières porteuses.
La semaine commerciale, mesdames et messieurs, vise à notre entendement à créer un cadre de plaidoyer de sensibilisation en vue d'un soutien multiforme, à faire connaître la production nationale aux consommateurs maliens, à valoriser des partenariats entre les opérateurs économiques maliens, à permettre aux exposants de faire de bonnes affaires en cette fin d'année. Je voudrais saluer ici l'initiative qui a permis à toutes les régions, de Caille à Kidal, d'être aujourd'hui représentées à cette foire, sans oublier la participation remarquable d'exposants venus de la sous-région. C'est l'occasion de rappeler qu'en marge de la semaine commerciale édition 2023, nous célébrons également le mois du consommé local dans l'espace UMOA, en partenariat avec le représentant de la commission de l'UMOA qui vient de prendre la parole, que je salue franchement pour le contenu de son discours. Pendant 2 semaines, pendant cette exposition, vous aurez également des conférences débats sur des thèmes en lien avec l'événement. Il s'agit des thèmes relatifs au mode de financement pour le développement et la valorisation des filières porteuses, à l'amélioration de la consommation des produits locaux à l'heure de la zone de libre-échange continentale africaine, à la stratégie pour la réduction de la dépendance de notre pays aux importations des produits agroalimentaires. J'ose espérer, mesdames et messieurs, que des échanges féconds sur les thèmes d'actualité déboucheront sur des recommandations qui guideront l'action du gouvernement dans les mois et les années à venir en faveur de la promotion et le développement du secteur privé, qui doit être, pas seulement dans les discours, mais dans les faits, le moteur de l'économie nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais lancer un appel à la population malienne, notamment à celle de la ville de Bamako et ses environs, à venir massivement visiter cette foire commerciale pour connaître davantage les produits made in Mali et soutenir la production et l'économie nationale. C'est avec le soutien des Maliennes et Maliens que de nouveaux emplois pourraient être créés, que davantage de richesses seront créées pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population en général et des femmes et des jeunes en particulier. Vous savez, le grand problème qu'on a dans notre pays, on consomme tout, mais on produit peu. La chaîne de richesse d'un pays, c'est de produire, distribuer et consommer, et c'est circulaire. Quand vous regardez la production chez nous, ceux qui produisent les richesses, ils sont très peu dans la population. La grande partie de la population consomme. Consomme quoi? Ce qui vient de l'étranger. Quand vous regardez dans les foires, dans les boutiques, l'essentiel des marchandises sont produites ailleurs. Donc, la richesse se crée ailleurs et nous venons acheter, oubliant que cet argent-là retourne, c'est celui qui a créé la richesse. Il nous appartient donc de venir massivement dans ces foires-là, acheter pour que les commerçants et les industriels maliens puissent avoir de quoi continuer à produire. C'est avec le soutien des Maliens et des Noirs et des Maliennes que cela peut se réaliser. Nous devons surtout retenir tous qu'aucun développement économique n'est possible dans un pays si la population ne soutient pas son secteur privé, son outil de production et les produits locaux. Je voudrais également saluer le comité d'organisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, sous la conduite de son président, M. Mandiou Sempara, qui délègue beaucoup, je remarque bien, pour distribuer l'exercice du pouvoir qu'il a. Comme on dit, un pouvoir, plus il est réparti, plus c'est stable. Plus il est concentré dans les mains d'une personne, plus instable. Et je me rends compte que Mandiou Sempara fait une grande distribution des responsabilités afin que chacun de ses collaborateurs se sente utile de travailler pour que leurs tâches puissent être assumées à satisfaction des opérateurs économiques, des autorités maliennes,
mais aussi du gouvernement. Mesdames et messieurs, il y a les exposants. Je voudrais les encourager et leur exprimer mes vœux ardents de faire de bonnes affaires. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais dire quelques mots. Vous savez très bien que nous sommes dans un contexte particulier. Nous sommes assis ici, tranquillement, en train de nous écouter, d'applaudir, pendant que certains fils du pays sont en train de se battre. D'autres tombent, certains n'ont même pas mangé. C'est pour cela que je dis à beaucoup, aussi longtemps normalement, que les débats sur la conquête totale et intégrale de la souveraineté du Mali n'est pas achevé. Nous devons nous garder de certaines joutes inutiles. J'ai vu récemment un journaliste qui parle de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Il était très ému, comme tous les Maliens. Mais ce même journaliste, quand je l'ai écouté, quand les terroristes ont tiré sur le bateau Tombouctou et qu'il y a eu des centaines de morts, qu'est-ce qu'il dit? Il appelle le gouvernement et les rebelles à la paix. Vous ne pouvez pas mettre dans un même sac un tueur et son assassin. On ne peut pas le faire. Si vous le faites, nous ne sommes pas naïfs. Ça, c'est la démagogie. On ne peut pas s'asseoir entre deux chaises aujourd'hui. Ceux qui tuent les Maliens sont des terroristes. On ne peut pas venir accuser le gouvernement malien et lui dire d'aller au dialogue. Il n'a jamais refusé le dialogue. Jamais. Vous savez, dans l'histoire, nous connaissons des traités, des accords de paix que certains ont signés. La réalité, c'était pour gagner du temps. Vous savez qu'en 1940, lorsque tous les Européens avaient peur du fascisme, le ministre anglais des Affaires étrangères est allé en Allemagne pour signer un accord de paix. Quand il est revenu, toute la population est sortie pour applaudir. Tout le monde. Il y a une personne qui est sortie, il leur a dit ceci. De mémoire, je rappelle. Vous êtes allés chez les fascistes signer un accord de la honte pour avoir la paix. À la fin, vous aurez et la honte et la paix. Ce monsieur, c'était un des députés d'Angleterre. Il s'appelait Winston Churchill. Lorsque quelques mois après, effectivement, l'Allemagne a envahi l'Angleterre. Tout le monde était à terre. C'est lui que la reine a pris pour mettre au poste de Premier ministre. Et il a porté ses habits de soldats de l'Angleterre pour contribuer avec d'autres pays, dont la Russie, les Américains, les autres, à battre le fascisme. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui signent des accords juste pour gagner du temps. Récemment, quand les accords de Minsk ont été signés entre la Russie et l'Ukraine, il y a certains sponsors de ces accords, certains témoins, je ne veux pas citer les noms, mais moi je les connais, qui ont dit que ces accords ont été signés juste pour gagner du temps et permettre aux autres d'armer un des belligérants. Donc dès le départ, il y a des gens qui signent les accords, mais ils ont autre chose derrière la tête. Dès le départ. Et chez nous, lorsque le Mali a appelé toute la communauté internationale pour signer l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger,
La CEMA a refusé de signer. Elle n'est pas reconnue. Elle a attendu le 15 juin pour signer ce qu'on appelle relevé des conclusions, dans lesquelles en réalité la souveraineté de l'État malien a été remise en cause. Ces documents-là existent et depuis la signature de cet accord, les dirigeants de la CEMA ne suivent que son exécution. Tout ce que le gouvernement propose est rejeté systématiquement. Ça, c'est une fois. Comme les Maliens, c'est un peuple de paix. Ils ne veulent pas la guerre. Donc, quand vous les amenez la paix, ils vous suivent. Mais qu'est-ce qui se passe par ailleurs? Les sponsors de la CEMA, qu'est-ce qu'ils font? Sous le couvert d'aider les Maliens, ont travaillé pour que dans quelques années, les Maliens se réveillent brutalement et se rendent compte que leur pays est divisé. Systématiquement, tous les actes posés par l'État sont refusés par la CEMA. Et personne ne parle. On dit de donner des hommes à intégrer dans l'armée. Ils ne donnent pas les noms. Les places restent vides. On attend 1 an, 2 ans. Tout le monde se rappelle que depuis juin 2012, à Ouagadougou, et les premiers accords, c'était demander le désarmement pur et simple des mouvements rebelles et rentrer en négociation. Au lieu de désarmer tous les ans, le 6 avril, on vient faire un défilé d'armes lourdes avec des diplomates qui viennent de partout pour légitimer ce combat. Les Maliens regardent. Les dirigeants défaitistes auxquels on a inoculé, j'appelle souvent le virus du pétainisme, étaient là. Oui, on veut la paix. Qui a dit qu'on ne veut pas la paix? Mais les autres avancent leurs pions. L'aménagement n'a jamais été conçu pour arriver au centre. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu amener le terrorisme au centre. Les Maliens ont oublié le nord. Et il y a des États dans l'État. Il y a des mines d'or, il y a des jugements, il y a des prisons. Même le gouverneur de la République du Mali à Kidal, sa sécurité, c'est des mouvements rebelles qui l'assument. Il refuse que ce soit l'armée malienne. Et l'État les paye tous les mois de l'argent. On dit que le Mali est une démocratie. On va aller de l'avant. Le terrorisme avance. Et un jour, les Maliens vont se réveiller. La génération qui a dirigé va disparaître. Il y aura à la tête de l'État des jouisseurs qui aiment voyager, être dans les avions, avoir des bons parfums, avoir les passeports de 3-4 pays. Quand ils s'abaissent, là, il y a un passeport qui les 3 tombes, ils cachent, ils montrent un en fonction du pays où ils se trouvent. Et on travaille à la veille des élections. Ceux-ci font un pacte avec tous les escrocs du monde. Les narcotrafiquants, ils amènent des milliards. La population affamée, on lui distribue des miettes. Et on nous dit qu'ils sont démocratiquement élus. Voilà le sort qui nous a été réservé. Moi, je connais quelqu'un des mouvements rebelles. Je l'ai dit à son ami. En 2015, je lui ai dit de patienter. Il y aura un jour des patriotes qui vont dire non. En bambara, on dit monnaie bodendo besoro. Un jour au Mali. Vous pouvez monnaie au Mali là. Je l'ai dit ça en 2015. Je suis resté en contact avec lui jusqu'à ce que je suis devenu Premier ministre. Quand je l'ai reçu, il me dit, tu sais, toi tu es un rêveur. Le Mali ne sera jamais comme avant. Il ne sera jamais un pays unifié. Depuis ce jour, je ne l'ai jamais reçu dans mon bureau. Parce qu'il a le virus du pétainisme dans le sang. C'est un homme pour qui la défaite est consommée. Mais ce qui ne sait pas, j'ai dit, l'armée malienne, avec le chef de l'État, le ministre de la Défense, le gouvernement,
ou kera monnaie bodin pour les Maliens. Ou beka monnaie bo Malila. Au début, c'est Nabi. Tout le reste des discours là, c'est pour nous tromper. On amène le terrorisme au centre pour qu'on oublie le nord. Ce n'était pas prévu que l'aménagement arrive au centre. Quand on a fait notre accord, ils ont dit à tout le monde qu'aucun pays n'osera dire à la communauté internationale de quitter chez lui. Vous savez, en RDC, ça a été voté depuis 2018 que la MINUSCO quitte la RDC, mais ils sont là-bas encore. Donc ils ont dit à New York, les Maliens n'oseront pas le faire. Quand notre ministre a été là-bas, il a fait proud dans leur salle là. On a compris qu'on est au sérieux. Départ sans délai. Et on a négocié 6 mois. Ces 6 mois, il y en a qui ont juré que pendant ces 6 mois-là, on n'osera pas le faire. Notre ministre de la Défense, notre ministre des Affaires étrangères, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, les soldats ont dit qu'on va le faire, Inch'Allah, avec l'appui du peuple malien. C'est ce qui est en cours aujourd'hui. Rien de tout le reste, c'est de la propagande pour nous endormir et pour que on se réveille et en train de nous fatiguer, prier le retour de la paix qui ne viendra jamais. Celui qui vient vous tuer une fois, 2 fois, tous ceux qui dirigent cette affaire, ils ont des palais à Bamako, 3, 4 piscines dans leur maison. Leurs enfants sont dans des universités à Paris, à l'extérieur. Et à Kidal, les enfants des pauvres n'étudient pas depuis des années. Il faut que cela cesse et ça va cesser. Donc l'armée malienne, le ministre de la Défense, le président de la transition, le gouvernement, avec l'accompagnement du Conseil national de transition, a décidé que le Mali va prendre ses emprises et prendre toutes les villes du Mali, qui vont devenir des villes maliennes. Les enfants vont aller étudier. Ceux qui nous veulent, ils vont venir, on va signer la paix. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons la paix. Je le dis et le redis. Nous avons la main tendue. Mais cela doit se comprendre. Aujourd'hui, à la tête du Mali, le président et ses compagnons et ceux qui les accompagnent, ce n'est pas des gens qu'on fait dormir avec des bons discours, comme l'a dit le commandant en chef de Barkhane en 2017, novembre, à la maison de la presse. Il dit qu'il y a des signataires du mouvement, des mouvements signataires, qui sont la nuit avec les terroristes et les jours avec le Mali. Il y a des gens qui ont des avantages qu'on leur donne ici, qui sont plus payés que le président de la transition. La nuit, ils sont avec les terroristes. Le jour, ils sont avec nous. Nous aurons une torche pour débusquer ceux qui la nuit sont avec eux. Et nous allons dire à l'armée, les voilà, les tricheurs qui trompent les Maliens. Vous siégez dans les institutions. Vous avez tous les avantages. Et vous faites souffrir les populations. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Maliens, ne trompez pas dans l'amalgame. Ceux qui souffrent de cette rébellion, c'est les Touaregs et les Arabes. Si vous partez dans les camps de réfugiés, vous partez même au bord du fleuve au Mali. Tous les Touaregs, les terroristes les ont chassés. Ils sont venus au bord du fleuve. Tous les Arabes sont dans les camps de réfugiés. Mais celui qui fait le commerce, c'est la paix qu'il veut. Quand un Arabe est obligé de se réfugier, parce qu'il y a quelques-uns qui font le trafic de drogue, qui sont très riches, qui viennent acheter une maison de 20 millions, ils te donnent 50. Ils sont dans Bamako. Les hommes politiques, les juges, les officiers, tous les hommes de pouvoir, on les arrose d'argent. Et on prend des décisions qui ne sont pas à la faveur de la majorité. Voilà la situation que nous avons vécue. Les nouvelles autorités ont décidé d'y mettre fin. Donc ce que je voulais vous dire, priez et soutenez nos soldats. Nous sommes tranquilles aujourd'hui parce qu'il y a des hommes qui sont en train de mourir pour que nous puissions être tranquilles. Nous voulons que dans tout le Mali demain,
on puisse aller tenir une conférence comme ça à Kidal, à Galhok, à Tessalit, à Menaka, à Gao, à Tombouctou, sans aucune crainte. Mais pour que cela arrive, il faut que vous souteniez l'armée. Il y a des familles qui sont décimées parce qu'ils se battent pour le Mali. Ces familles ont droit à l'honneur. Les Touaregs et les Arabes qui sont fidèles à la République doivent être traités à la hauteur de leur patriotisme. Souvent, on constate que c'est les gens qui narguent l'État. C'est eux qui sont reçus nuitamment en détournant les institutions. On signe des décrets et la vie continue. À terme, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont avec la République vont se dire qu'il vaut mieux être un ennemi du Mali pour être considéré. Mais la guerre ne va jamais finir. On va rester dans ça. Et lorsque les nouveaux dirigeants vont partir, des nouveaux vont venir qui vont vendre notre pays. Je termine par dire que pour nous anesthésier, nous endormir, on fait tout. On est venu l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. On a signé. Il y a un groupe de gens qui ne signent pas. Le gouvernement va en cachette, il signe des choses avec eux, que les Maliens ne connaissent pas. Hein. Il y a quelques initiés qui savent qu'est-ce qui a été signé le 15 juin. Tout le poison, c'est là-bas. Le gouvernement n'a jamais présenté ça à des Maliens. Il n'a jamais présenté ça à l'Assemblée. Même aujourd'hui, les Maliens ne savent pas. On nous a amené les forces internationales. On nous a dit Serval. Serval s'est métamorphosé en Barkhane à l'insu des Maliens. Personne ne sait. Un jour, on s'est levé, on dit que c'est Barkhane. De Barkhane, on a navigué, rien ne se réglait. Un jour, le président français, il va au sommet de l'OTAN. On lui demande, mais le G5 Sahel, est-ce qu'il a une base légale, juridique? Il n'en a pas. Il sort, il vient au micro, il menace les Africains. Venez à Pau pour clarifier votre position. En fait, c'était des menaces. Ils ont tous pris l'avion, ils sont allés. Ils ont signé, on est d'accord. Et maintenant, il peut prendre ça. Donc, a posteriori, il a un papier, G5 Sahel, venu sur une base illégale. On était là-dedans. La continuité de l'État est là. Les sommets tournants de G5 Sahel devaient se tenir au Mali. Les Français disent non. Mais on dit G5 Sahel, c'est Burkina, Mali, Tchad, Mali, Mauritanie. Et la France n'est pas là-dedans. Parce que lui n'est pas d'accord, on ne vient pas au Mali. Bon, on a dit si ce n'est pas pour les Africains, Aïtana et Amagota la Touni. Nous, on n'en a plus besoin. Outaraché, Moulika Bafanka, il n'y a rien eu. Après, on nous a dit Takuba. Takuba est venu au crépuscule. Quand il a fait sombre, ils sont allés là où ils veulent. Et le jour où on leur a dit, mais où est votre visa? Visa tout bolo. Parce que l'autorisation pour que Takuba arrive a été signée par l'ancien président. Mais quand vous autorisez à aller en France, c'est votre parent qui vous invite. Mais après, il vous faut avoir le visa. Ce visa-là, c'est le gouvernement qui le donne. Notre gouvernement n'a jamais donné de visa. On s'est réveillé un jour, on dit qu'il y a les Danois. Il y a Takuba au Mali. Mais on leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais il y a des gens intelligents dans leur parlement qui leur ont dit même où est la base légale. Ils n'avaient pas. Il y a un pays qui prend 1 milliard d'euros en douce, on les met dans des avions et le nord du Mali a été transformé en un lieu d'entraînement des forces spéciales de tous les pays de l'Union européenne. Il n'y avait pas de base. Nous leur avons dit qu'on a donné le visa à personne. Au moment où les Danois étaient venus, il y avait les Portugais, il y avait les Hongrois, il y avait d'autres pays qui avaient les demandes pour ainsi dire de visa. Et ils ne sont pas venus. On les a renvoyés proprement parce que ça ne servait à rien du tout. C'était juste pour nous embrouiller en multipliant Serval, Barkhane, Takuba, G5 Sahel. Et nous, on croyait que ça résolvait nos problèmes. Ça ne résout rien. C'était pour nous embrouiller en attendant le départ des dirigeants qui sont là. On amène l'argent détourné pendant que nos militaires meurent, l'argent des narcotrafiquants. On achète le pouvoir, on amène des nouveaux démocratiquement élus.
des corrompus en réalité qui vont continuer. Au bout de 2 générations, c'est fini. Il n'y a plus de dirigeants qui vont oser dire non. Et le Mali est recolonisé de nouveau. Vous aurez remarqué que ces derniers moments, dans toutes mes interventions, j'accentue l'attention sur l'histoire. Je suis parti du pacte de division de l'Afrique en 1895, au pacte des indépendances, au pacte de la démocratie, au pacte du terrorisme. À chacune de ces étapes, il y a un pays qui est au centre. On manipule les intellectuels, les grands professeurs, les universitaires, ils vont dans le sens qu'ils veulent. À la veille des indépendants, ils ont dit qu'ils vont faire du commerce, amener la civilisation. On est venu tuer les gens, les coloniser. Après, on dit on va leur donner l'indépendance. Il y a un qui dit on va donner l'indépendance à ceux qui la demandent le moins, après avoir éliminé politiquement et physiquement tous ceux qui la demandent avec intransigeance. C'est ça les indépendants de 1960. Tous ceux qui se sont opposés, ils les ont tués, ils ont brûlé des villages entiers. Le Cameroun, l'Algérie sont là. Les autres, on a fait perdre leur parti aux élections. Et on a fait gagner les partis qui les arrangent. On a transféré le pouvoir. Et quand un président, au contact de son peuple, se rend compte qu'on lui a vendu une mauvaise marchandise, il veut corriger, on sabote son régime. Ou lui, par réaction, il va choisir une option qui n'est pas favorable à son peuple. Finalement, on le renvoie. On fait des années. Après, on dit la démocratie, on met dans la tête des gens, tout le monde se lève. Tous ceux qui les aidaient avant, vous vous rappelez quand il y avait la guerre du Biafra, qui aidait le Nigeria? Ce sont les Nigériens d'aujourd'hui qu'on veut pousser le Nigeria à sanctionner. C'est les Nigériens qui se sont sacrifiés avec d'autres Africains pour éviter la division du Nigeria. Mais qui avait aidé ceux qui voulaient diviser le Nigeria? Ce sont les mêmes qui soutiennent les sanctions contre le Niger aujourd'hui. Le Nigeria n'a pas été divisé parce que des Africains ont soutenu le Nigeria contre la partition. Aujourd'hui, on va pousser le Nigeria contre le Niger. Heureusement que les citoyens nigériens, les officiers supérieurs nigérians, les légitimités locales nigériennes, les élus ont dit non. On passe la démocratie, on amène le terrorisme. On dit des gens démocratiquement élus, sans programme. On prend le programme du FMI, la Banque mondiale, on plaque sur les pays, on les appelle pro ceci, pro dada, pro, il y a tellement de pro là. Et finalement, les intellectuels sont très contents, ils se disent qu'ils ont fait une découverte et on reste dans ça. Maintenant, ils n'avaient pas besoin de ceux qu'ils utilisent au lendemain des indépendances, ceux qu'ils utilisaient pour leur mission. Quand à la fin des années 90, ils n'avaient pas besoin d'eux, ils ont dit à leur peuple que c'est des dictateurs. Mobutu, c'est ce que tout le monde savait. C'était l'homme clé de l'Occident au centre de l'Afrique. On a tué Moulumba comme ça. Mais quand ils n'avaient pas besoin de Mobutu, ils ont dit que c'est un dictateur et tous les intellectuels se sont levés. Alors que les plus grands crimes de l'humanité, au Congo, on a construit le chemin de fer. Il y a eu 1 million de morts. Celui qui a fait ça, on n'a jamais dit que c'est un dictateur. Au Cameroun, pour avoir l'indépendance, des villages entiers ont été brûlés. En Algérie, des millions de personnes ont été tuées. Ceux qui ont fait ça, on n'a pas parlé d'eux. Les plus grands crimes commis en Afrique, ceux qui les ont commis, chez eux, c'est des héros. Il faut que les Africains comprennent qu'on fabrique nous-mêmes nos héros. Quand ils ont fini avec eux, la démocratie, ils sont venus à la démocratie. Démocratie, maintenant, ils n'ont plus besoin de gens. On amène le terrorisme. Tous les régimes qui sont renversés en Afrique, si vous remarquez, c'est le terrorisme et la mauvaise gestion. Ils vont rester avec eux quelques années. L'Afrique va se désintégrer. Le terrorisme était au nord du Mali. C'est venu au centre. C'est allé à la fin au Togo, au Bénin. Et on allait s'asseoir, regarder. Dans quelques années, l'Afrique allait être envahie. Nous allons dire
Non au Mali. Mali est monnaie d'eau de Soro. On a trouvé des hommes qui ont, je ne sais même pas comment dire en français, où il y a monnaie de beaux Maliens là-haut. L'armée malienne est en train de restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Tous les soldats qui sont en train de mourir au nord, pour que nous puissions nous asseoir ici, je vais leur dire Django. Les populations du nord, Django, on veut décourager les gens. Les gens ne seront pas découragés. Je voudrais saluer les populations de Tombouctou, les populations de Gao, de Kidal, de Menaka. Ces hommes donnent la vie et tous les jours en danger. Notre armée va laver votre honneur. Des gens vont donner leur vie pour que vous soyez honorés et debout demain. C'est à cela que je voulais vous appeler. C'est que notre armée veut. Soutenez-la. Ayez une bonne compréhension. Ayez le sens de l'histoire. Tous ceux qui viennent nous manipuler ici avec des concepts étrangers ou cantoy, nous allons nous-mêmes trouver notre formule pour nous développer et aller de l'avant. Vous aurez constaté, chaque personne auquel les Africains croient, à la fin de sa vie, ils le décrivent comme un diable dans leur presse. Et les intellectuels africains vont dire, ah oui, c'est un voleur, un dictateur, un ceci. Ça, c'est après les avoir servis. Donc, soutenez notre armée. Soutenez le ministre de la Défense. Soutenez le président de la transition. Soutenez les chefs militaires. Soutenez les hommes de rang qui sont sur le terrain. Soutenez la population civile qui reste debout, qui refuse de se coucher. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est une obligation pour nous aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés par un hasard de circonstances dans ces fonctions et nous n'allons pas courber l'échine. Ceux qui ont vendu le Mali, c'est leur affaire. Ceux qui sont là derrière Assimi Goïta, on va les soutenir jusqu'à ce que le Mali retrouve son intégrité. Évitez l'amalgame. L'un des grands ennemis au Mali aujourd'hui, c'est l'amalgame. Et c'est ce que ces gens-là veulent. Les Touaregs, si vous voyez quelqu'un qui pousse à l'amalgame, attrapez-le, donnez-le à l'armée. Dans la société. Sur le front, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ici, là, n'accepterez jamais. Un peuple est grand. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais la santé d'une démocratie, c'est le respect rigoureux des droits des minorités. Chaque fois qu'un groupe se sent minoritaire, il a des complexes. Il a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être chouchouté même pour se sentir chez lui. Donc des excès de colère souvent chez certaines personnes ne doivent pas vous amener à tomber dans l'erreur. C'est ça que nos ennemis cherchent. Aujourd'hui, on a deux ennemis. La guerre contre les terroristes qui s'appellent Sema, Petite Patata. Ça, c'est pour nous tromper. Pour créer Sema, qu'est-ce que les Français ont fait? On est allé sur Ansardine, qui est déclarée organisation terroriste internationale par les Américains. On a soustrait l'adjoint du chef terroriste. Il a créé le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Il s'est métamorphosé comme un insecte pour devenir HCI, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. On les installe. On va chercher des gens qui ont fui, que les gens ont chassés, qui étaient dans les hôtels à Ouagadougou et puis à Nouakchott. On les amène dans les fourgons d'un avion, on les met ensemble et on nous donne un OVNI, organisme volant non identifié, OVNI, et on l'a appelé SEMA. De bonne foi, beaucoup de gens sont rentrés là-dedans. Mais aujourd'hui, ils ont découvert leur vrai visage. Tous ceux qui combattent le Mali, c'est des terroristes. L'armée se bat contre les terroristes. Il faut que vous reteniez ça. Nos ennemis, c'est les terroristes et ceux qui veulent l'amalgame dans notre pays. Merci bien, c'est ce que je voulais vous dire.